C'est bon pour toi? Ouais. Je vais juste reprendre reprendre ton accord pour la caméra, s'il te plaît. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut reconstruire une relation après la tromperie? C'est difficile, mais je pense que c'est possible. Ouais. Comment est-ce que tu vois la chose? Comment tu pourrais pardonner? Il faut en parler, il faut que la personne qui a trompé soit prête à reconnaître le mal qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait déjà et le mal qu'elle a causé chez l'autre personne. Que ce soit un dialogue ouvert et pas... Alors la personne qui a été trompée, à un moment, il faut qu'elle sorte du reproche aussi parce que sinon ça va revenir tout le temps. Donc je pense qu'il y a une phase où il faut en parler, il faut que celui qui a été trompé ait le droit de faire des reproches et celui qui a trompé puisse écouter tout ça. Puis il y a une phase où il faut passer à autre chose. Tu as déjà été trompé, toi? C'est vachement personnel comme oui, question. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein. Ouais, je préfère pas. Tu préfères pas? Ça marche. Pas de souci. Merde, j'ai verrouillé mon téléphone. Quelles sont selon toi les principales raisons à la tromperie? Alors là, c'est hyper varié. Hein. Pour une femme qui trompe son mari, quelles sont les raisons? Je dirais peut-être qu'elle se sent délaissée, qu'elle a l'impression que son mari ne s'occupe plus d'elle ou qu'il se laisse trop aller peut-être, qu'il n'essaye plus de la séduire peut-être. Et quelles sont les raisons pour lesquelles un homme trompe sa femme? C'est plus difficile parce que je pense qu'un homme peut tromper une femme qui lui donne quand même satisfaction sur ses attentes. J'ai cette impression. Donc ça peut être un coup de folie, un coup de vouloir se sentir à nouveau jeune ou à nouveau séduisant peut-être. C'est plus sur la séduction, il veut voir s'il peut encore plaire. Et puis il y a des gens pour qui c'est un mode de vie aussi. Hein. Okay. Tu penses que c'est pour une question d'ego? Peut-être un petit peu, ouais. Peut-être plus qu'une femme qui va peut-être réagir à une blessure qu'elle a ou à un délaissement. Et un homme, c'est peut-être plus une question d'ego. Mais bon, tout ça, c'est des généralités. Il y a autant de cas qu'il y a de couples, j'imagine. Tu ne penses pas que ça pourrait aussi être une question d'ego chez la femme, dans le sens où si son mari ne la séduit plus, elle a quand même besoin de se prouver qu'elle peut encore plaire? Peut-être aussi, oui, sûrement. Oui, il y a une composante égotique, de toute façon, dans tous les cas. Hein. C'est sûr. Ouais. Oui, et puis on ne peut plus tellement faire de schéma l'homme trompe pour cette raison-là, la femme trompe pour cette raison-là, parce que voilà, on n'est plus dans des schémas très très classiques maintenant hein, dans les couples. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont augmenté le nombre d'adultères ou diminué le nombre d'adultères? Plutôt augmenté, parce que ça devient... c'est-à-dire les réseaux sociaux, ça inclut aussi les applis de rencontres, où c'est très facile de, en cachette, chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, ça devient plus facile. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est plus facile si sur les réseaux sociaux tout est plus exposé? Ça veut aussi dire que c'est plus aussi risqué. C'est plus facile à débusquer aussi peut-être. C'est moins discret. Parce qu'une femme qui a des doutes ou un homme qui a des doutes sur sa compagne ou son compagnon va pouvoir aller créer un compte juste pour voir si c'est son compagnon sur le site. Donc oui, c'est aussi facile à griller. Si elle crée le compte pour aller vérifier si son mari la trompe, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle trompe aussi? Je sais pas. Alors, un balle au centre? Oh c'est possible que finalement ils se disent tiens, c'est pas mal ce qu'on trouve. Ça peut être une dérive. Ouais. Très bien. J'en fais. Hein. Après tout, une balle partout, c'est bien. Balle au centre. Hein. Que penses-tu de la culture japonaise où quand un homme marié va voir une prostituée, ce n'est pas considéré comme de la tromperie? Ah ouais, c'est sûr ça? Oui, c'est sûr. Même dans les jeunes générations? Même dans les jeunes générations. Eh ben, c'est pas la culture d'ici, c'est pas la culture européenne. Pour moi, c'est de la tromperie, que ce soit tarifé ou non, quoi. Quand même. Tu pourrais pas concevoir si un homme, si sa sexualité elle est mécanique, s'il va voir une prostituée pour avoir son besoin mécanique, son besoin naturel, dans le but d'être fidèle à sa femme sur le long terme, est-ce que c'est concevable? Moi, je dirais vaut mieux qu'il trouve une femme qui peut satisfaire ce besoin mécanique-là parce qu'elle a le même niveau de libido. C'est triste de choisir une femme qui va le frustrer et qui l'obliger à aller trouver des plaisirs physiques ailleurs. Il vaut mieux qu'il se trouve quelqu'un qui est compatible avec lui, qui a le même... Enfin, après, si la femme n'y voit pas d'inconvénient, ok. Après, il faut faire gaffe au MST quand même, attention. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a la sécurité, la santé, je trouve. Que les gens ont tendance à oublier. Dans le fait de tromper, on peut ramener aussi des trucs pas sympas à son partenaire, quoi. Donc il y a une responsabilité là-dedans. Il faut être clean, et puis après, si c'est un accord entre les deux, c'est plus de la tromperie. C'est un accord, c'est moi j'ai pas une grosse libido, donc je t'autorise à faire des trucs du moment qu'il n'y a pas de sentiment. Pourquoi pas? C'est à partir de quand la tromperie? C'est à partir du moment où c'est caché et il n'y a pas l'accord de l'autre. Une discussion, ça peut être de la tromperie? Non, c'est pas de la tromperie, une discussion. Après, s'il y a cachée. l'intention derrière des échanges qui vont se prolonger, ça peut commencer à être un peu... C'est tendancieux, c'est une pente glissante, donc oui, ça peut être de la tromperie s'il y a des échanges un peu de type flirt. Ouais. Et c'est l'intention qui compte derrière. Ouais. C'est l'intention.
de la personne qui échange. Si a l'intention de passer à un acte physique, bah oui, c'est de la tromperie. Comment est-ce qu'on... Voilà, si on n'a pas, difficile à dire. Voilà. Comment est-ce qu'on connaît l'intention de son ou sa partenaire si la personne parle à une autre personne? Bah, c'est hyper dur parce que lui-même, il peut ne pas être très clair sur ses intentions et ne pas s'avouer ses intentions. Alors, c'est impossible à savoir en vrai. Après, il y a la nature des échanges. Si on tombe sur des échanges écrits, le flirt, ça se voit quand même. Il va complimenter l'autre, essayer de la voir, avoir des attentions envers elle. Donc oui. C'est en voyant ce qui s'échange qu'on sait si y a anguille sous roche. Est-ce que tu saurais m'expliquer alors, dans un autre registre, qu'est-ce qui fait que quand une femme parle à un homme, elle lui parle de façon amicale et respectueuse ou elle lui parle de façon parce qu'il lui plaît? Quelle différence entre... c'est super dur à dire. Quelle différence entre la femme qui parle à un homme en tout bien tout honneur et la femme qui parle à un homme dans l'objectif de le séduire? De l'extérieur, c'est quasiment impossible à dire parce qu'il y a des gens très amicaux, très tactiles, très, très souriants. Donc on peut avoir l'impression que c'est du flirt alors que pas du tout. Ils sont comme ça avec tout le monde, hommes et femmes. Donc ça va vraiment dépendre de la personne elle-même et c'est toujours une histoire d'intention. Est-ce que derrière la tête, elle a l'idée de passer à un truc physique ou non? Et ça, c'est impossible à dire. Il n'y a que la personne elle-même qui le sait si elle est honnête avec elle-même en plus. Comment est-ce qu'un homme peut savoir si la femme elle est en train elle se laisse potentiellement séduire et qu'il peut tenter quelque chose, une approche? C'est hyper dur. Franchement, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a plein d'hommes d'ailleurs qui ne repèrent pas qu'une femme aimerait bien faire quelque chose avec lui. Ils n'arrivent pas à repérer les signaux. Et puis il y en a d'autres, ils confondent justement le côté amitié sympa pour un intérêt amoureux. Donc c'est très 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 dur à dire. Honnêtement, ça va vraiment dépendre. Il faut bien connaître la personne qu'on a en face, voir comment elle se comporte avec les autres. Est-ce qu'elle se comporte comme ça avec tout le groupe d'amis, avec d'autres hommes, ou est-ce que c'est qu'avec moi? Ça peut être ça aussi. Toi, c'est quoi les signes que tu envoies quand tu veux montrer à un homme que tu es intéressé? J'en sais rien. Je pense que je suis comme je suis avec tout le monde en fait. C'est pour ça que ça serait difficile à dire si j'ai envie de séduire ou pas. Après, ça va être dans... c'est pas dans une conversation, ça va être plutôt dans est-ce que je vais contacter cette personne souvent, essayer de la voir seule. Là, oui, ça peut être un signe. Est-ce que tu vois jamais tes amis seuls? Si. Si, donc c'est vachement dur à dire. Je sais pas, il y a un rapprochement physique qui peut se faire. Avec des amis, on n'est pas tactile. Si, on peut l'être aussi, mais c'est pas... Il y a un moment où ça va se sexualiser quand même quand on a une envie amoureuse envers quelqu'un. Donc, à mon avis, c'est ça la différence. Il faut repérer les signaux qui sont un peu sexuels, quoi. Quels sont les signaux un peu sexuels? Comment une femme sexualise avec un homme? Parce que s'il ne peut pas trouver les signaux pour sexualiser, pour avoir le feu vert de sexualisation, comment faire pour qu'il y ait ces avances? Ah bah ouais, c'est très très dur. Il peut y aller par petites touches. S'il y en a un qui a envie de sexualiser, il teste un peu, comment on dit? On dit to test the waters en anglais. Comment on dit en français? En anglais? To test the waters. Ça veut dire tester l'eau, mais il y a une autre expression en français et je m'en souviens plus. Les limites. C'est pas les limites, c'est on va prendre la température, c'est ça. On voit, on fait un petit truc, peut-être un truc un peu suggestif, on voit comment l'autre réagit. Est-ce qu'il va se raidir un peu et se rétracter ou est-ce qu'il va être très détendu, rigoler, un peu rentrer dans le jeu? Est-ce que les hommes ont envie de prendre ce risque si en plus du risque de se faire rejeter, ils ont aussi aujourd'hui le risque d'être traités de harceleurs et d'être cancel? Alors moi, je ne suis pas un homme, donc j'en sais rien, mais je sais qu'autour de moi, j'entends beaucoup d'hommes qui disent « Ah ben on n'ose plus rien faire, on n'ose plus rien dire à cause de MeToo ». Donc peut-être qu'il y a cette composante-là, oui. Ils ont peut-être peur de passer pour des gros lourds, voire des harceleurs. C'est possible que ça les freine. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est entre hommes et femmes... ça devient difficile d'avoir des rencontres naturelles dans la vraie vie. C'est pour ça que les sites de rencontres, les applis de rencontres ont autant de succès parce que on part du principe que si la personne est sur le site, c'est qu'elle cherche un partenaire. Donc on sait que déjà elle est soit célibataire, soit en tout cas elle cherche quelqu'un. Alors que dans une rencontre naturelle, on n'a pas ce pré-là en fait, on n'a pas ce principe de départ. Donc, mais j'ai cette impression-là que les hommes sont très frileux d'aborder les femmes qu'ils ne connaissent pas. Tu m'as parlé d'applications de rencontres. Ouais. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes ont autant de succès sur les applications de rencontres? Non, je sais que c'est très très différent l'expérience pour les hommes et les femmes. Les femmes elles vont avoir beaucoup plus de likes parce que les hommes
agissent différemment les femmes. Les femmes, elles vont liker que les profils où elles se disent tiens, il pourrait m'intéresser, ça pourrait être sympa, j'ai envie de le connaître. Les hommes, ils vont liker tout, ils mettent tout à droite, like, 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 et après ils font le tri. Et les femmes, elles font un tri-tri. Ce qui fait que les femmes, elles ont plein de likes, même si après ça donne rien. Parfois il y a un match et puis on se parle même pas, ou alors ça s'arrête très vite. Et puis de leur côté, les hommes, ils ont très peu de matchs finalement, parce que les femmes likent différemment. Elles sont plus avares de leurs likes, parce que si un like, c'est un vrai like normalement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec, dans la vie réelle, avec le discours de beaucoup d'hommes aujourd'hui concernant la misère sexuelle? D'après toi, est-ce que la misère sexuelle des hommes existe? J'en sais rien. Elle doit exister chez certains hommes, c'est sûr, mais chez certaines femmes aussi. La misère sexuelle, c'est de ne pas avoir de sexualité quand on souhaite en avoir, parce qu'il y a des gens qui sont asexuels, donc c'est pas de la misère pour eux. Mais la misère sexuelle, c'est la solitude, c'est de ne pas avoir de partenaire alors qu'on aimerait en avoir un. Et oui, elle existe sûrement pour les hommes, mais autant que pour les femmes. Hein. Tu penses que c'est un phénomène qui touche autant les hommes que les femmes? Ah bah, oui, je pense. Après, je sais que, d'après des conversations que j'ai pu avoir avec des hommes de mon entourage, je pense que c'est quand même plus facile pour une femme qui voudrait vraiment juste une relation sexuelle sans se préoccuper d'une vraie relation sentimentale, d'avoir cette relation sexuelle, parce que les hommes arrivent peut-être plus facilement, globalement, hein, là je fais encore une généralité, mais globalement ils arrivent plus facilement à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui les attire moyennement, et les femmes non. Il faut vraiment que l'homme leur plaise pour qu'elles aient envie, en gros, la plupart des femmes. Ce qui fait qu'une femme pourra rencontrer un homme à qui elle plaît moyennement, mais il sera OK pour une relation sexuelle. Plus difficile pour un homme de trouver une femme qui sera OK alors qu'il ne lui plaît pas de ouf, quoi. Elle ne sera pas OK. Est-ce qu'on peut dire du coup que si les hommes sont d'accord pour avoir des relations avec des femmes qui leur plaisent moins, c'est parce qu'ils sont victimes de la misère sexuelle et du coup qu'ils prennent que ce qui se présente, et que du coup les hommes sont en misère sexuelle et les femmes sont en misère affective? Ah, on pourrait dire ça, c'est un peu schématique. Mais je ne suis pas sûre que c'est parce qu'ils sont en misère sexuelle qu'ils prennent ce qui se présente. C'est parce qu'ils arrivent à dissocier un petit peu plus l'attirance. Enfin, à avoir une attirance sexuelle pour quelqu'un qui, globalement, sur d'autres plans, même physiquement, leur plaît pas plus que ça. Ils arrivent à avoir cette attirance. Le besoin physiologique est plus fort que le besoin d'avoir une attirance globale. Ouais. C'est très schématique encore. Je suis persuadée qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout comme ça. On reste sur du micro-trottoir, donc c'est schématique. Ouais, on est vachement dans les généralités. Là, j'ai un peu honte. Hein. C'est un peu... Ouh, Iris, t'es facho. Hein. Ah ouais, carrément. Et misogyne aussi. Ah ouais, tout. Androgyne, misogyne. Androgyne, misogyne, misandre. D'ailleurs, androgyne... Non, androgyne, ça n'a rien à voir, mais... comment on dit? Oui. Non, oui, c'est ça. Donc c'est pas androgyne, c'est androphobe. Je sais pas comment on pourrait dire, quelqu'un qui aime pas les hommes. Androphobe. Ah, misandre. Misandre, c'est ça, pardon, merci. Voilà. T'es misogyne, misandre. Tout. Voilà. Bouh. Ouais, carrément. Non, j'ai fait des grosses généralités, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Globalement, ça correspond à la réalité et il y a toujours des exceptions. Et peut-être que les exceptions, ça va devenir plus important au fil des années. J'ai l'impression que la nouvelle génération est très différente des anciennes. Les valeurs sont différentes et le couple est moins sacralisé que les générations, on va dire, des années 80-90, où on avait envie d'être en couple assez jeune. Dès le lycée, on voulait être en couple, même parfois au collège, et puis on avait envie d'être à deux. Et j'ai l'impression que les ados là d'aujourd'hui, ils ont moins cette valeur-là, couple. C'est moins important pour eux d'avoir un partenaire. À cause de quoi ? Eh ben, j'en sais rien. Il y a peut-être une individualisation de la société occidentale. À cause de quoi cette individualisation ? D'où elle vient cette individualisation ? Je sais pas, c'est peut-être le développement personnel qui nous encourage à être très autonomes, à compter que sur nous. Ça peut être aussi que les gens sont déçus de relations passées et puis ils se disent après tout, c'est pas grave, si je suis célibataire, c'est très bien, moi je suis tranquille. Ça oui, ça peut être des expériences malheureuses d'avant qui font dire après tout, on est mieux seul que mal accompagné. Ça c'est un vieux dicton, donc ça c'est vieux. Et puis le fait, avant aussi, il fallait être en couple pour avoir des enfants. Maintenant on peut même avoir des enfants sans être en couple et puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'enfants. Il y a un climat anxiogène quand même depuis le Covid et même avant, de tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, tout ça. Et il y a pas mal de gens qui se disent mais pourquoi je ferais vivre un enfant dans ce monde infernal. Est-ce que tu penses du coup que les personnes qui font un enfant seul sont égoïstes de vouloir faire un enfant seul dans un monde comme celui-ci ?
Bah, pas plus que ceux qui le font en couple, parce que c'est pas parce qu'on est en couple pour faire un enfant qu'on va rester en couple. Hein. Il n'y a qu'à voir les statistiques de divorce, et puis c'est sans compter les statistiques de gens qui étaient en couple sans être mariés. Il y a énormément de séparations, donc c'est pas plus égoïste qu'un couple qui veut avoir des enfants. Du moment qu'il y a de l'amour entre les parents et les enfants, qu'on éduque bien son enfant, je crois pas que ce soit égoïste. Est-ce que l'amour pour un enfant, c'est la composante suffisante à un bon développement d'un être humain? C'est la composante, je dirais, principale. Mais ça, l'amour, c'est pas dire oui à tout. Hein. C'est plein de choses. C'est avoir un cadre. C'est parfois aller contre la volonté de celui qu'on aime. En l'occurrence, nos enfants. Bah oui, voilà. Sinon, on crée des êtres insupportables. Hein. Si on dit oui à tout, ça fait des enfants rois et des adultes rois. Et ça, c'est assez insupportable. Dans quelle mesure est-ce que la société qui voudrait normaliser tout type de comportement crée des enfants adultes qui sont insupportables? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la société moderne, il y a la notion de satisfaction immédiate qu'on voit bien à travers, par exemple, les smartphones, mais même les adultes, hein, pas que les enfants. Mais ça habitue notre cerveau finalement à avoir de la gratification très rapidement, très facilement, et puis à ne pas supporter la frustration. Donc ça encourage un peu d'être impatient, de ne pas supporter l'attente, de ne pas être courageux, de ne pas... la valeur travail aussi, c'est pareil. Hein. Les jeunes, ils sont moins prêts que les anciennes générations à être esclavagés. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose, mais ils vont peut-être jusqu'à être un peu fainéants et à abuser un peu, quoi. À en demander trop, à vouloir trop... voilà, à pas avoir cette valeur courage, je dirais. Il faut un juste milieu. Je pense que le fait de vouloir normaliser un tas de comportements, mettre un tas de termes et vouloir faire accepter absolument tout à tout le monde fait qu'on a une population qui est moins courageuse qu'un dernier temps. Je ne sais pas si c'est le courage, mais on a C'est vrai que c'est bizarre de nommer tout comportement, de lui faire correspondre à un concept, comme si... Après, ça peut être bien dans une certaine mesure pour décomplexer des gens qui autrement auraient été malheureux, mais là, on va loin, je trouve, des fois, sur des trucs, genre, ouais, je m'identifie à une chaise, voilà, je m'identifie à un animal. Je ne peux plus continuer cette interview. Ça peut aller loin, quoi. Vous voyez, ouais, alors là, je passe pour une grosse facho. Mais voilà, moi, après, je suis très tolérante et ouverte d'esprit, mais c'est vrai que de donner un nom à toute chose et en faire un concept, c'est un peu bizarre. C'est un peu relou à la longue. Merci, Iris. C'était incroyable ce que tu m'as dit. Ah bah ouais, c'était fou. On est parti en freestyle total, mais c'était parfait. D'accord.